Hello, hello, bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail. Cher ami productif et serein, cher ami productive et sereine, si tu te demandes comment tu vas faire cette semaine pour le rester, ne te demande plus et écoute. J'espère pouvoir te donner dans cette émission quelques... Ok, donc cette semaine, de nouveau avec mes deux comparses, Geoffrey Ozou, Jean-Philippe Mollet. Cette semaine, Jean-Philippe lance une série sur l'organisation et ça commence avec le rangement. Comment ranger efficacement dans 5 cases. Et puis, nous parlerons ensuite de la validation scientifique de la méthode Getting Things Done de David Allen. Et oui, eh bien, je vous propose, moi, une série. Une série, là, tout à l'heure, je me suis posé la question, qu'est-ce que je viens pouvoir dire aujourd'hui dans ce podcast ? Et, arrête, il est hyper travaillé notre podcast. C'est ça. Et je me suis dit, je vais parler du sujet que je trouve, moi, le plus intéressant, c'est-à-dire je vais parler de moi. Donc, il y a quelques jours... Chers auditeurs. Quelques jours, figurez-vous, les uns et les autres, que j'avais quelques travaux à faire chez moi. Donc, j'ai tout mis ce que j'avais dans ma cuisine et beaucoup de choses que j'avais dans mon salon, qui sont mitoyens. J'ouvrais le mur, voilà, pour les mettre dans une autre pièce. Et je me suis dit, je vais en profiter pour ranger tout ça. Donc, je me suis mis au milieu de la pièce et je me suis posé la question, est-ce que je peux à tout moment aller chercher en 1 minute ce dont j'ai besoin, qui est la règle du bien rangé selon D.A. David Allen. Voilà. Et ça marchait plutôt pas mal pour un certain nombre de choses, particulièrement dans la cuisine, parce que c'est vrai que voilà, c'était assez bien rangé. Pour ce qui est des papiers, c'était un petit peu différent. Donc voilà, donc je propose une série justement sur les règles du bien rangé. D'ailleurs, je propose que ce soit un peu interactif, donc toutes les personnes qui m'écoutent, sachez que nous avons un espace membre, une communauté GTD sur lequel il y a un forum, et si vous avez des bonnes idées pour ranger, des bonnes pratiques, etc., je suis preneur. N'hésitez pas à partager avec moi. Une des bonnes pratiques que j'ai trouvées... Et l'URL du forum, ça vaut peut-être le coup de la rappeler, c'est productifetserein.com. Oui, ça c'est le site, effectivement. Oui. Et sur le site, vous trouvez le lien vers le forum. Le lien vers le forum, il suffit de s'enregistrer, un mail et ça suffit. Alors, je voudrais partager une première bonne pratique pour ranger les papiers, puisque j'étais sur les papiers. Mais j'ai avec moi Geoffrey et Romain qui vont pouvoir me corriger parce que ça fait partie de la méthode GTD. Donc, il y a 3 endroits où on va pouvoir ranger des choses. Alors d'abord, il y a un 4e endroit qui est absolument merveilleux qui s'appelle la poubelle. J'ai viré un nombre de trucs que j'avais entassés chez moi et qui ne me servent strictement à rien, sans à peine les remercier. Et je les ai mis à la poubelle. Marie Kondo serait ravie. Voilà. Et pour de ce qui est des 3 autres endroits de rangement, eh bien, il y a les archives, les références et les projets en cours. Donc en fait, on a tout un tas de fatras de papier. Moi, j'avais un classeur, tout simplement, avec des intercalaires. Et puis, je rangeais tous mes papiers de la banque à l'endroit, et tous les autres papiers comme ça. Mais du coup, j'étais embêté parce qu'il y avait finalement tout un tas de papiers actifs que je retrouvais pas parce que je les mettais directement dans ce truc-là. Alors, est-ce qu'il était en queue de peloton, en début, etc. Voilà, et puis d'autres choses que je ne savais pas ranger, comme par exemple le mode d'emploi de mon mixeur. Où est-ce que je mets ce truc-là ? Parce que c'est pas vraiment une archive, j'en ai besoin de temps en temps et en même temps j'en ai pas besoin tous les jours. Bref. Tu le jettes. Ou sinon tu le mets dans les références quand même. Voilà, justement. Alors, donc, pour tout ce qui est des papiers qu'on n'ira pas voir dans l'année. Voilà, c'est des choses qu'on a à garder, précisément, je sais pas moi, les bulletins de salaire, une fois qu'on a fait sa déclaration de revenus, ça peut être des papiers très importants qu'on doit garder, notamment ceux de la banque, puisqu'on est censé les garder un bout de temps, hein, les papiers de la banque. C'est une dizaine d'années, il me semble. Voilà, une dizaine d'années. Donc, si je vais pas y voir dans l'année, je peux les mettre dans archives.
Ça, c'est des trucs, voilà, de bien les ranger dans Archive. Éventuellement par ordre alphabétique, et du moins du sujet, mais ceci est une autre histoire. L'autre qui va nous être bien utile, c'est les références. Et ça, c'est quelque chose, finalement, c'est une trouvaille, ce truc-là. Parce que typiquement, le mode d'emploi de mon mixeur, je sais que je vais pouvoir en avoir besoin de temps en temps, pas tout le temps, et je peux avoir une boîte en fait où je mets toutes ces choses-là. L'idée, je rappelle, c'est de pouvoir tout retrouver en moins d'une minute ou en une minute. Donc les références, c'est tout ce dont je vais avoir besoin dans l'année pour retrouver. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de références ? Les contrats d'assurance, voiture ou n'importe quoi, l'assurance de l'appartement, des choses comme ça, tout ça sont des références. Voilà, des références dont je vais avoir besoin dans l'année. Donc ça, c'est je trouve, une trouvaille parce que c'est quelque chose, moi, sur lequel j'avais beaucoup de flou. Donc les références, voilà, c'est super. Et puis, il y a les projets en cours, c'est-à-dire ceux dont on va avoir besoin, là, tout de suite, tout le temps, pendant les 3 prochains mois, pour que son travail avance, etc. Voilà, qu'on aura besoin d'avoir sous la main pour travailler. Donc, finalement, 4 boîtes. La première, c'est la poubelle. Et là, on peut se délester, c'est absolument merveilleux. Parce que, en fait, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, il faut jeter. Ensuite, les projets en cours qui vont nous servir là pour tout ce qui est commun. Et du coup, puisque le reste est rangé autre part, il y en a beaucoup moins que le gros tas de papier qu'on peut avoir sur son bureau. Les références, tout ce dont on va avoir besoin dans l'année, mais qu'on n'a pas besoin tous les jours. Et puis les archives, c'est sûr, on n'ira pas le voir dans l'année, et donc ça peut être, mais on a besoin de les garder, donc ça peut être un endroit. Et en ayant 3 endroits différents, on s'y retrouve beaucoup mieux. Alors moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais des choses à incuber qui ne sont pas des projets en cours, qui ne sont pas des références? Je sais que tu voulais absolument partir au Mexique, donc si tu reçois une brochure de l'agence de voyage qui te dit « Hey, voilà les promotions pour le Mexique », qu'est-ce que t'en fais? Eh bien, j'ai toujours pensé que t'étais un pourri. Je l'ai senti dès la première fois où je t'ai vu. Donc effectivement, il y a 5 boîtes et non pas 4. Et la 5e, c'est un jour peut-être. C'est-à-dire tout ce qui est incubé, tout ce qui n'est pas utilisable, non, tout ce qui n'est pas utilisé pour des projets en cours, mais qui pourra devenir un projet. Ton exemple est excellent. C'est bien la seule chose qui soit excellente dans cet esprit tortueux. Mais si j'ai envie de partir en voyage quelque part, organiser quelque chose, je sais où, par exemple, là, moi, je vais avoir besoin d'acheter des meubles. Voilà, très clairement. Je ne me suis pas encore dit... voilà, mais je sais que dès que je reçois des pubs dans ma boîte aux lettres, que d'habitude, j'aurais jeté tout un tas de marques à quoi je fais référence, je pense que tout le monde les a en tête. Là, je les ai gardées dans, effectivement, quelque chose, un jour peut-être. Là, c'est presque même un jour sûrement. Mais pour l'instant, c'est pas encore c'est pas encore un projet actif. Non, c'est pas encore un projet actif. Ça va bientôt le devenir. Ok, donc merci pour les 5 cases. Jean-Philippe Lachaud, le cerveau attentif, contrôle, maîtrise et lâcher prise. Cette méthode a le grand mérite de s'inspirer, consciemment ou inconsciemment, de l'organisation hiérarchique du cortex frontal. Cette méthode place donc assez naturellement le système exécutif dans un mode qu'il affectionne, un mode simple, avec des règles bien définies associant contexte et action. Si A, alors faire B. Si je suis au supermarché, je dois acheter des piles. L'approche développée par David Allen ramène donc une partie de notre vie, si complexe, à un grand task set, au sein duquel chaque contexte appelle naturellement une action et définit par là même ce à quoi il faut faire attention pendant le temps que durera cette action. Votre système exécutif, rassuré, vous autorise à vous concentrer pleinement sur l'instant présent. Alors, est-ce qu'il y a peut-être 2 petites précisions là-dessus? Merci pour la lecture, Jean-Philippe. C'est un extrait du livre qui s'appelle donc Le cerveau attentif. Et je voulais juste indiquer que Jean-Philippe Lachaud est un chercheur, un directeur de recherche de l'INSERM qui travaille sur l'attention.
et ces bouquins sont connus, hein, donc le cerveau attentif, il y a une version d'ailleurs pour les enfants, le cerveau funambule, enfin voilà, ça fait un moment qu'il travaille là-dessus, sur la gestion de l'attention. Et du coup, moi je trouve ça super intéressant d'avoir un scientifique qui nous parle de GTD, puisque la méthode, donc c'est Getting Things Done, la méthode dont il parle à cet endroit-là dans le livre. Moi, j'aime beaucoup le parallèle avec la présence. Ça rejoint un peu ce dont on parlait il y a quelques podcasts sur Amy Cuddy et son bouquin Présence. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on va devoir, en tant qu'espèce, cultiver de plus en plus de manière proactive. On en a parlé également avec le bouquin de Cal Newport, Deep Work, dans le sens où il y a, et ça me fait penser à une conférence à laquelle j'étais il y a 3 jours, de Frédéric Lenoir, très intéressant, philosophe, auteur, vraiment, vraiment passionnant. Et dans les 2 heures que durait la conférence, il expliquait qu'il y a une centaine d'années, il n'y avait pas autant ce besoin de se concentrer sur le moment présent parce que c'était par défaut. C'est-à-dire que l'individu était dans un environnement, était dans un contexte. Si je travaillais à la chaîne chez Ford, eh ben, j'arrivais le matin, je repartais le soir, je faisais le même mouvement et j'étais forcément dans le présent. C'est-à-dire que j'avais une seule tâche que je faisais pendant toute la journée, voire pendant toute ma vie. Si il y a encore plus longtemps que ça, j'étais agriculteur, j'étais forcément dans le présent. J'étais dans mon champ, j'étais en train de faire un certain nombre de tâches et j'étais forcément dans le présent. Et c'est uniquement à travers les moyens récents de communication, les moyens récents d'échange, les réseaux sociaux, etc., que finalement on a de plus en plus tendance à ne pas être dans le présent. On voit un stimulus d'un message sur Facebook, sur autre chose, qui nous parle de la vie de quelqu'un d'autre et pouf, on est parti, on n'est plus là. Ah ouais, moi aussi, quand je serai en vacances, je vais faire ci, je vais faire ça. On a un email qui nous parle de, pour rappel, où est-ce que tu étais il y a un an, comme ça peut arriver dans les outils de photos, etc. Et pouf, je suis ailleurs. Et on est en permanence stimulé par des systèmes qui nous volent, entre guillemets, notre capacité à être dans le moment présent. Donc tout ce qui est favorable à nous ramener dans le moment présent, j'avoue que j'y suis extrêmement sensible. Oui, sur le moment présent, moi je rebondis, je suis entièrement d'accord. Je trouve que ceux qui sont les meilleurs coachs pour le moment présent, ce sont les enfants. Ils sont toujours dans le moment présent, particulièrement quand ils sont petits. Et Papa, je veux une glace maintenant. C'est ça, Le moment présent. maintenant. Et, Tu te projettes, mon fils, tu te projettes. C'est ça, voilà. Et en définitive, voilà, moi je sais qu'avec ma fille, elle me le demande maintenant d'ailleurs, mais de manière très concrète et directe, de couper mon téléphone quand je suis avec elle. Et c'est vrai que non seulement il y a beaucoup plus de stimuli maintenant, mais en plus il y a une addiction à ces stimuli qui font que le moment présent, il en prend un coup. Et je pense que c'est alors ça, c'est un avis personnel et étayé sur aucune recherche, mais je pense que c'est délétère. Je pense que ça nous amène facilement à la dépression, quoi. Ouais, absolument. D'ailleurs, je reste sur la conférence de Frédéric Lenoir, il en parle, il dit les personnes en situation de dépression ont tout intérêt à se concentrer sur le ressenti physique, les 5 sens, parce que c'est ce qui nous ramène dans le moment présent, en fait. Et toutes les méditations l'idée de la méditation, c'est de pouvoir faire une espèce de nettoyage émotionnel pour revenir justement à ce moment présent. Ouais, mindfulness et autres. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans le livre où Jean-Philippe Lachaud il corrobore ou il reprend des exemples de GTD et à quel point GTD il y a 2 questions. À quel point GTD est basé sur des recherches scientifiques? Alors, il en parle à un autre moment dans le livre, mais qui paraissait moins saillant. Et puis, le livre est très intéressant à lire. Maintenant, il parle quand même du fonctionnement du cerveau. Et tout n'est pas forcément simple, même s'il le rend très accessible. Voilà. Il y a des endroits où il faut quand même être en forme pour le lire. La deuxième question. En quoi Ah oui, c'est bon, c'est revenu. Après, sur la création de Getting Things Done, donc de la méthode GTD, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce n'est pas du tout scientifique au départ. C'est-à-dire que David Allen n'a jamais lu de bouquin pour savoir comment fonctionnait le cerveau, pour se dire comment il pourrait trouver une méthode qui aille avec ça. En fait, c'est complètement de l'observation.
C'est-à-dire ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il était coach pendant 25 ans, un truc comme ça. Et en individuel, donc il coachait les gens. Et son métier, finalement, c'était de lever les freins. C'est-à-dire, cette personne-là essaie de mettre plein de choses en place. Et quand elle les met en place, il y a plein de trucs qui la bloquent. Comment on lève les freins de manière à ce qu'ils ne reviennent pas, etc. Et puis, au bout d'un moment, il s'intéressait au fait de savoir, mais comment ça se fait que quand j'ai 7 personnes et puis 7 autres personnes là de l'autre côté qui sont, on va dire, équivalentes en termes de profil, de background, de compétences, etc. Il y en a une qui arrive à gérer 3 milliards de choses avec le sourire, et puis l'autre, on lui rajoute 2 emails et boum, tout s'écroule. Comment c'est possible ? Et au-delà juste même des tests de personnalité, dont on sait que la plupart sont... J'y reviendrai dans un autre post, mais bon, bref, je n'aime pas les tests de personnalité. Voilà, c'est dit, je n'aime pas ça. Et du coup, il a observé, et donc il a été voir la personne chez qui ça fonctionnait bien, et il a pris les bonnes pratiques. Enfin, il a pris tout un tas de pratiques, il dit tiens, fais ça comme ça, tiens, fais ça comme ça. Tiens, quand on lui dit quelque chose, il l'écrit. Après il l'écrit, mais il fait pas que l'écrire, il va revenir sur l'écriture et il va décider la prochaine action et trucs comme ça. Tiens, c'est intéressant. Et ensuite il est allé voir la personne chez qui ça marchait pas, il a dit, et puis il a essayé d'appliquer toutes les choses qu'il avait vues, il a gardé que ce qui fonctionnait chez tout le monde. Et donc quelque part il a fait presque une expérience in situ, enfin in vivo de la chose elle-même, c'est-à-dire qu'il a pris les bonnes pratiques et comme il a gardé que ce qui fonctionne pour tout le monde, forcément ça fonctionne pour tout le monde. Oui, parce que dans le panel de gens qu'il a vu, qu'il a consulté quand même plusieurs milliers de personnes, fatalement, si à la fin vous gardez que ce qui garde pour un échantillon assez représentatif des travailleurs en entreprise, vous allez tomber sur une méthode qui fait que le cerveau, oui, fonctionne naturellement comme ça. Et là, tu parles de la genèse, de la façon dont David Allen a fait pour finalement trouver une méthode, enfin peut-être même qu'il ne la cherchait pas, et affiner un fonctionnement. Voilà, un fonctionnement par le prisme de l'empirisme, quoi. C'est ça, complètement empirique. Mais il y a bien eu un moment, et ça, je voudrais que tu nous parles, enfin, si tu as les connaissances, c'est à un moment, ça s'est trouvé corroboré par la recherche. Alors oui, ça s'est trouvé effectivement corroboré par la recherche. Donc, déjà, Jean-Philippe Lachaud, en France, en l'occurrence, le cite dans ses bouquins. Donc, il a bien été au courant, il a bien vu, il explique plus en détail pourquoi ça fonctionne. Du moins, pourquoi cette partie de GTD, parce que GTD, en fait, est souvent réduite uniquement à la partie action, projet, etc., alors qu'il y a beaucoup d'autres choses sur les valeurs, sur la raison d'être, etc. Mais en tout cas, cette partie-là d'action fonctionne. Et il y a aussi des chercheurs, je crois que c'est des chercheurs d'université, alors je ne sais plus si c'est Louvain, Bruxelles, je ne saurais pas créer d'impair, bon, ça, une des deux, je mettrai ça en lien sur la page, qui ont étudié effectivement GTD, et ils ont comparé ça alors à la stigmergie. Ça pourrait faire l'effet d'un autre poste. La stigmergie, qu'est-ce que c'est ? Je fais mon malin, mais j'avais pris évidemment, tout comme vous, la première fois que j'ai vu le truc, j'ai dit « ouais ». La stigmergie, en fait, c'est, je vais essayer de vous traduire ça de manière à ce que, de ce que j'en ai compris en tout cas, c'est le fait de modifier l'environnement pour que la prochaine fois que vous passez par l'endroit, vous vous rappelez qu'il y a un nouveau truc à faire. D'accord. Donc, et en fait, au départ, c'est étudié chez les insectes. Notamment les fourmis fonctionnent en stigmergie, c'est-à-dire que quand une fourmi a trouvé quelque part dans la nourriture, elle va vous faire une trace, elle va laisser un certain type de phéromone sur cette trace-là pour que les copines sachent que l'environnement a été modifié par la phéromone en question et que quand j'arrive dans cette partie de l'environnement, je sens cette phéromone et boum, je vais dans cette direction-là parce que c'est là-bas qu'il y a à manger. Et donc ça fait ça pour la stigmergie. Nous, on fait ça à être humain, typiquement le coup de la porte d'entrée. Je sais que j'ai un truc à prendre avec moi demain, je ne veux pas l'oublier, je vais le mettre devant la porte. Comme ça, je sais qu'en passant devant la porte, bon, voilà, donc ça, c'est la stigmergie. Et l'idée, c'est que David Allen, finalement, cette partie-là des actions répond à ce principe-là. On modifie l'environnement dans une certaine mesure de manière à ce que, à chaque fois, la prochaine fois qu'on va passer dans cet environnement-là, on soit rappelé de ce qu'on a à faire. Nos listes de contexte sont un peu ça. Ma liste de contexte d'appels, je la modifie à chaque fois, je mets des appels dessus, et fait que quand je la regarde, voilà, c'est un peu une extension tirée par les cheveux, mais c'est un peu ça. Et donc cette étude-là s'intéresse dans le GTD, puis au passage collectif, l'étude est assez intéressante à lire. Bon, évidemment, faut aimer le sujet, mais effectivement, la recherche a validé ça. J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine, l'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine.